Bonjour, pour ce nouveau numéro de D'ailleurs et d'ici, votre émission culturelle et sociétale, nous allons explorer ce que la culture montre ou cache de la police. De ses relations avec les jeunes, les minorités, bref, les citoyens. De la France aux États-Unis, le thriller, le polar, la chanson ou encore le rap racontent les évolutions de la société. Que disent-ils de nos forces de l'ordre ? Civils, policiers, réalisateurs et chroniqueurs m'accompagnent dans ce décryptage et font tomber les masques. Bonjour Marc, quel est votre regard sur cette question ? Bonjour Islaine, cacher ou montrer, c'est effectivement bien la question. En France, le film de Xavier Beauvois, Le Petit Lieutenant, nous a fait entrer dans l'intimité de flics secoués par leur quotidien. Avec un Roch Dizem en policier maghrébin, une exception qui confirme la règle, ça reste à voir. Dis-moi Solo, c'est un peu indiscret, je suis désolé. Mais j'étais d'origine marocaine. Ouais. Et rentrer dans la police, ça n'a pas dû être évident vu le... Ça c'est moi qu'on puisse dire. Hein. Le Police de Maïwenn dévoile les stratégies de défense psychologique de flics confrontés à l'horreur de la pédophilie. On y reste en empathie avec la police, bien loin des turpitudes du 36 quai des Orfèvres d'Olivier Barchal, un univers plombé par les magouilles, l'arrivisme et les trafics internes. Face au contrôle policier, le quotidien des Noirs et Arabes de France reste bien invisible sur nos écrans républicains. Liberté, égalité, fraternité, oui, mais effacement aussi. Un thème très présent sur les écrans américains. Et c'est important, même si ça ne calme visiblement pas le white power de trop nombreux cops made in USA. Il n'empêche, les scènes du Collision de Paul Haggis, celles de Fruitvale Station de Ryan Coogler, resteront dans les mémoires à double titre, en diffusant sur nos écrans, dans nos cerveaux et nos pupilles, le côté obscur, raciste des forces de l'ordre et cerise sur le gâteau, en nous offrant de grands moments de cinéma. Car c'est ainsi, les rapports de pouvoir, de force, de domination sont aussi de véritables trésors aux constructions dramaturgiques. Se priver de les dénoncer, c'est une double insulte. Aux victimes de ces violences, bien sûr, mais aussi à notre possible créativité. Double insulte, double gâchis. Contrôle aux faciès abusif, débordements violents jusqu'au coup de matraque gratuit. Affaires malheureuses comme celle du jeune Théo, victime d'un policier ou encore la tragédie d'Adama Traoré ont éveillé les consciences, mais pas les scénarios. Sur nos écrans, on est passé du flic martial, imperturbable, sans questionnement, au flic fragile, parfois dépressif, cerné par des conditions de travail anxiogènes. Une vraie évolution dont nous parlerons avec nos invités lorsque d'autres réalités trouvent étrangement peu d'écho dans nos polars et thrillers. En revanche, les rappeurs lèvent leur voix jusqu'à la provocation, mais la provocation fait aussi partie de l'art et quelquefois jusqu'au procès. N'est-ce pas une guerre sans fin entre rappeurs et la police ? Bonjour Mohamed Douane, vous êtes commandant de police, vous êtes notamment l'auteur des livres La délinquance des mineurs et aussi Les tabous de la police, dans lequel vous écriviez « En France, les policiers ne sont pas seulement mal aimés, ils sont aussi mal connus ». Bonjour Karim Madani, vous êtes un storyteller et empruntez plusieurs chemins, le journalisme dans les bios de Kanye West et Spike Lee, le roman Le jour du fléau chez Gallimard ou encore votre dernier livre Jewish Gangsta qui nous livre une histoire vraie racontée comme une fiction. À quel personnage de film ou de roman ou de BD vous êtes-vous identifié étant enfant ou ado ? Qu'est-ce qui vous a inspiré en fait ? Moi, j'ai toujours aimé, depuis que je suis adolescent, les films avec où jouait, par exemple, Jean Gabin ou alors Lino Ventura. Enfin, pour moi, c'est l'époque bénie du cinéma français. Je suis un peu moins cinéma moderne, pour vous dire les choses clairement. Bien sûr, le Clan des Siciliens, vous avez un Jean Gabin qui joue pas le rôle d'un policier, mais qui joue le rôle d'un patriarche du banditisme, mais en même temps le rôle de Lino Ventura qui lui joue le rôle d'un commissaire, voilà un peu minimum d'identification avec une présence, des vraies carrures du cinéma français, voilà. Karim Madani, en fait, vous êtes fasciné par la culture afro-américaine et ses icônes comme Spike Lee, par exemple. Qu'est-ce qui vous interpelle, en fait, dans son combat, quelque part, contre les violences policières ? Enfin, fasciné n'est pas le terme. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Oui. Mais je ne dirais pas que je suis fasciné, par contre, ça m'intéresse énormément. En fait, Spike Lee, c'est peut-être parce que j'avais vu ce film quand il est sorti en 89 et que j'étais moi-même un jeune b-boy parisien. Et du coup, c'est vrai que, pas tant sur la violence policière, hein, Spike Lee, c'est plus un cinéaste
qui a ramené quelque chose dans la street culture. Enfin, moi, c'est ça qui m'a intéressé. Mais il se trouve que Do the Right Thing était un des premiers films à avoir présenté un cas de bavure policière dans son intrigue, et qui était une bavure d'ailleurs qui avait été inspirée de faits réels, parce qu'un jeune noir avait été assassiné, tué par des flics à New York en 88, le film sort en 89, et je trouvais qu'il avait aussi, c'était une radiographie de la société américaine à ce moment-là, avec toutes les tensions, pas seulement avec les flics, les tensions entre les différentes communautés, les Noirs, les Italiens, les policiers, les Noirs à l'intérieur d'eux-mêmes, entre les Chinois, la communauté juive. Donc c'est vraiment un film, il montrait toutes les tensions qui pouvaient exister dans une société à un moment donné. Et il le montrait avec brio, avec musique, avec swing, avec rythme. C'est ce qui m'avait intéressé chez lui. Ouais. Dans Collision, il y a une scène quand même assez forte d'un policier qui au début malmène donc une jeune femme, donc un contrôle de police qui déborde. Et finalement, il se retrouve à la sauver d'une situation extrême. Est-ce que vous pouvez entendre que le policier peut avoir ce côté humain, parce que quelquefois on a l'impression de le déshumaniser? Est-ce que vous pouvez l'entendre? Non, parce qu'au contraire, moi je suis nourri à un cinéma, je suis nourri à une littérature où justement on déshumanise personne, où tout est complexe. Alors ce film que j'ai vu montre aussi la complexité de ce flic, dont le père lui-même n'a pas accès aux soins, parce qu'il n'a plus de fric, je crois qu'il a une assurance maladie. Exactement. Qui est défaillante, il n'arrive pas à soigner. Alors c'est un flic dont le père est mourant et dans une société où c'est la discrimination, c'est la discrimination positive. Alors évidemment, il y a un Afro-Américain, un Latino qui est passé avant son père passe en 3e, il a le droit à rien, nourrit une certaine rancœur, qui est cristallisée dans son boulot, et ça, c'est aussi, je pense, le talent aussi et l'intelligence du réalisateur de Collision, c'est de montrer aussi les interactions. Comme de l'autre côté, on va montrer aussi un type qui est pas forcément un délinquant, mais qui n'a pas d'autre issue à un moment que de se mettre dans le système. Mais qui n'a pas le réflexe de devenir Tony Montana, mais qui doit aider quelqu'un et qui fait une connerie. Donc c'est aussi... Et donc il y a un effet boule de neige. Complètement, ouais. Et la complexité du flic, elle est comme la complexité du criminel. Elle est essentielle pour moi. Sinon on est dans la caricature et on s'en sort pas, quoi. Que pensez-vous, Mohamed Douane, des rappeurs qui s'expriment sur la police? Il y a une très grande diversité parmi les rappeurs. Vous avez des rappeurs qui appellent à la haine et au meurtre, et ça c'est prohibé par la loi, et dans ce cas-là, c'est tout à fait normal que le ministère de l'Intérieur, soucieux de garantir la réputation et l'image des policiers, déclenche des plaintes et des procédures. C'est tout à fait normal. Après, vous avez des rappeurs, Kerry James, c'est le meilleur exemple qui puisse exister, qui prônent la paix, qui prennent l'amour. Pourtant, il ne va pas de main morte non on plus. peut dénoncer certains phénomènes sans pour autant appeler à la haine. Et vous avez également Abdelmalek, qui est pas rappeur, je crois qu'il est slammer, qui fait du slam, mais qui est dans une dynamique un peu de construction dans le dialogue. Et je pense que ce sont ces chanteurs, ces rappeurs qu'il faut promouvoir, et pas ceux qui appellent au meurtre et au crime, parce que ça peut avoir un effet très néfaste sur des esprits fragiles. Une réaction, Karim Madani, sur... Alors moi, ça me fait un peu sourire, parce que après, Mohamed ne connaît pas suffisamment, je pense, la culture hip-hop. En fait, il y a beaucoup de 3e ou 4e degré là-dedans. C'est-à-dire que l'appel au meurtre, c'est des vieux codes du rap, du gangsta rap. C'est pas forcé. C'est cathartique. On le dit parce que les mecs veulent se soulager. C'est hyper trash. Et je comprends que ça puisse choquer, mais c'est pas vraiment un appel au meurtre. Aucun gamin va aller prendre un flingue pour tuer un flic après. Ice T faisait Cop Killer dans les années 90. Il y a aucun... Ça peut contribuer, je pense, à envenimer les choses, à créer une espèce d'ambiance qui est anxiogène et qui va générer immanquablement, je dirais, des réactions agressives d'un côté. Oui, mais la liberté d'expression dans tout ça. Oui, mais il y a des textes, le code pénal aussi interdit certains... Incitation à la haine, l'incitation à la haine, le racisme, tout ça. La question est de savoir, si cet appel au meurtre, comment savoir si c'est une infraction, si c'est dans le cadre d'une chanson, d'un texte de fiction, parce que c'est une fiction finalement. Oui. Le type, il chante des chansons, c'est des lyrics. Donc c'est ça, on va revenir un peu... Il y a des textes qui sont choquants, je vais vous dire. On va revenir aussi à la fiction, et dans le cinéma, avec des acteurs comme Roch Dizem, qui porte souvent donc, le rôle du policier. Donc ça permet aussi de s'identifier. Moi, je suis rentré en 1991, juste pour vous donner un exemple, dans une école d'inspecteurs, on était 420, 3 enfants issus d'immigration sur 420 élèves inspecteurs, ce qui était très peu. Aujourd'hui, il y a une diversité qui est plus importante. Je m'en réjouis, on a une police qui est un peu plus à l'image de la population française. Vous en pensez quoi, Karim? Après, Roch Dizem, il joue souvent des flics de police judiciaire. Hein. C'est plus un gars de la PJ, donc un flic un peu plus, on va dire, c'est pas le flic de base sur le terrain. Donc évidemment, en police judiciaire, investigation, on a des policiers quand même qui sont quand même globalement plus intéressants, qui sont intellectuellement peut-être mieux formés. Quand même globalement, non c'est vrai. Ils jouent pas de. Non mais après c'est différent évidemment. Un enquêteur. Il n'y a pas de police d'élite en fait. Non je sais. C'est que des niveaux de responsabilité sur des voilà. En tout cas au cinéma, la vision caricaturelle, elle vient souvent du cinéma. C'est rôle valorisant. Il y a très peu de séries qui. Bah ouais, mais j'ai souvent l'impression que c'est comme des enquêteurs. Ou dans Police par exemple avec Joey Starr aussi. C'est souvent des enquêteurs. Ouais.
Ouais, c'est ça, c'est pas des... C'est un très bon film, film de police, Joe Star, c'est vraiment un bon film, je pense qu'il représente bien la réalité, un peu comme un film qui est sorti dans les années 90, L627, qui est vieux maintenant, qui a daté, mais qui représente, de Tavernier, qui représentait vraiment le quotidien des policiers et des stupes. Et c'est ce genre de film qui rapproche, qui sont proches de la réalité, qui permet de donner une image précise de ce qu'est le métier de policier. Bah, dans le cas de Joe Star, je trouve que quand même dans l'inconscient collectif, Joe Star c'était quand même avec NTM, le groupe qui avait été condamné quand même pour outrage à la police et qui joue le rôle d'un flic, quoi. Je trouve ça, en tout cas... On peut s'amender, donc. On peut oui, enfin s'amender, je sais pas, mais en tout cas, ça peut permettre... On est sur un terrain d'entente, génial. Comme le mec de NTM qui joue le rôle d'un flic, quoi. Eh bien, en tous les cas, je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Merci Mohamed Douane, merci Karim Madani. Et après ce débat intense, éveillons notre imaginaire avec notre jongleur des mots, Walid Ajar. Ah, l'Amérique, pays de tous les possibles, où même le mec le plus tricard se croit millionnaire en devenir, où il suffirait de se trouver au bon endroit, au bon moment, pour que ses rêves les plus fous se réalisent. Et ses cauchemars aussi. Ah, l'Amérique. Au mauvais endroit, au mauvais moment, un adolescent est abattu par ceux censés le protéger. Michael, Trayvon, Eric, Freddy, Tamir. Différents prénoms, différentes trajectoires, mais toujours le même scénario. Toujours la même couleur de peau, noire. Comme leur président d'alors, me direz-vous. Mais cela fait-il seulement une différence? Oui, pour ce père qui n'a même pas la promesse de lendemain qui chante à offrir à son fils de 15 ans. Lorsqu'on a annoncé qu'il n'y aurait aucune condamnation, tu allais te réfugier dans ta chambre et je t'ai entendu pleurer. Je ne t'ai pas dit que tout se passerait bien, car je n'ai jamais cru que les choses se passeraient bien. Ce père, c'est Ta-Nehisi Coates, écrivain et journaliste afro-américain qui a grandi dans les quartiers ghettos de West Baltimore, où les conditions de vie justifieraient la colère noire que lui prête la traduction paresseuse du titre. Oui, c'est un livre sur la question noire, qui ne s'en cache pas, qui dit que le destin qu'offre l'Amérique à une partie de ses enfants n'est pas un accident, mais un héritage, que le rêve des uns se paie avec le cauchemar des autres. Il est vraiment affreux de devoir se considérer le bas de son pays. Ça fait voler en éclats trop de choses que nous préférions penser de nous-mêmes. C'est le récit d'un homme qui ne croit pas et qui avoue « Je n'ai aucun Dieu pour me soutenir. Je crois que lorsqu'ils anéantissent nos corps, ils anéantissent tout. » Et qui se pose simplement la question de savoir comment, dans ces conditions, exercer son métier d'homme le plus dignement possible. C'est Camus qui fait un feat avec Tupac. C'est James Baldwin qui n'a même plus envie de promettre, la prochaine fois, le feu. Car ce livre, c'est d'abord la lettre d'amour d'un père à son fils. Tu as le droit absolu de porter ton sweat à capuche, d'écouter de la musique aussi fort que tu désires. Tu as le droit absolu d'être toi-même. Personne ne peut t'en dissuader. Tu dois être toi-même, ne jamais avoir peur d'être toi-même. Voilà, c'était le numéro 2 de Lis avec Walid, Une colère noire de Ta-Nehisi Coates, un livre coup de poing d'une actualité brûlante, n'est-ce pas? Le monde de la police est une source d'inspiration dans la littérature, le cinéma ou encore la télévision. Un univers qui fascine. Un univers de violence aussi. Aux États-Unis, un homme noir est tué par un policier ou un vigile toutes les 28 heures. En France, on l'a vu précédemment, le sujet existe autrement, mais il existe. Comment parler de ces conflits, de ces préjugés, sans tomber dans le cliché racaille contre flics pourris? Rebonjour Marc, vous avez animé un atelier scénario avec des ados. Racontez-nous. Effectivement, une dizaine d'adolescents ont porté plainte contre des policiers dont la culpabilité n'est à ce jour pas prouvée, il faut le préciser, l'affaire étant en cours. Et j'ai animé cet atelier d'écriture avec un challenge, leur proposer de ne pas seulement raconter leur histoire tragique, mais d'inventer des personnages. J'étais convaincu que l'effet thérapeutique de ce travail viendrait de l'imaginaire plus que du témoignage. À ma grande surprise, ils ont créé des personnages de flics racistes, mais pas seulement. On y trouve des flics muets, bien qu'en désaccord avec ces pratiques, parce qu'intimidés par leurs supérieurs. Et aussi celui d'une flic rebelle qui s'opposera et finira dans leur histoire, l'histoire qu'ils ont créée, par témoigner contre les pratiques dont elle était témoin. Ce scénario nous montre que, contrairement aux idées reçues, des ados n'ont pas forcément de vision caricaturale, sont capables d'analyse, de discernement, visiblement plus que les producteurs et distributeurs qui, eux, préfèrent encore éviter le sujet. Bonjour Adnan Traga, bonjour. Vous êtes réalisateur de films, notamment du long métrage salué par la critique 600 €.
Bonjour Catherine Jean-Joseph. Bonjour. Vous êtes présidente de l'école Miroir et membre de l'Observatoire Médias et Éducation au CSA. Tout de suite, on regarde un extrait de Noir Amérique, diffusé sur Arte Créative. À la fin de la présidence de Barack Obama, les Afro-Américains ont décidé de ne plus être les victimes invisibles d'une société américaine minée par les injustices sociales et raciales. What is the Black Lives Matter movement? We don't just want to hear a fancy slogan. We want opportunity. I can't breathe. Cops are getting paid leave for killing people. Bonjour Caroline Blache, vous êtes co-réalisatrice avec Florent de la Tulle de la série Noir Amérique diffusée sur Arte Créative. Vous vous êtes plus intéressée en fait à la question afro-américaine. Quel est votre sentiment en fait sur ces questions-là? Justement, dans le traitement que j'avais proposé avec Florent dans notre série, on avait proposé, on traite des afro-américains parce qu'il est toujours plus facile d'une certaine manière pour les chaînes françaises ou les chargés de production de traiter des États-Unis, de traiter des questions raciales. Ah oui, c'est plus facile selon vous? Oui, il est plus facile d'écrire un projet en disant les États-Unis sont un État raciste et d'écrire tout à fait de la même manière sur la France. On vous dit ah non, on ne peut pas écrire ça. Pourquoi pensez-vous, Catherine Jean-Joseph? Tout simplement parce qu'on met de la distance, c'est pas chez nous. Donc c'est plus facile de parler de l'autre dans ces cas-là. Mais à partir du moment où on parle de cette façon en France, ça veut dire qu'on porte un regard accusateur. Et ça, on n'aime pas. On n'aime pas traiter non plus des histoires qui dérangent. Dans vos réalisations, est-ce que vous souhaitez traiter de ce genre de sujet en fait? Quand j'avais la vingtaine, quand je voyais des policiers, un contrôle de police, j'avais peur. J'étais étudiant en fac d'économie. J'ai jamais dealé, j'ai jamais rien volé, j'ai jamais fait de garde à vue, mais je voyais des flics et j'avais peur. Et je pense qu'aujourd'hui ça s'est empiré, mais à l'époque on se faisait contrôler pour un rien, et durant ces contrôles, on s'en prenait plein la gueule. Moi on m'a déjà dit quand je donnais mes papiers, ah bon, des flics entre eux, et je l'ai mis dans mon premier court-métrage, tu savais que Adnan c'était français. Le flic, il dit ça à son collègue. Je mets ces dialogues-là dans un court-métrage quelques années plus tard. Des amis parisiens, donc qui ne connaissent pas du tout la banlieue ni rien, me disaient c'est quand même un peu cliché tes dialogues. Et vraiment, les dialogues étaient inspirés de mon vécu. Donc nos vies, pour certains, sont des clichés, ils n'y croient même pas. Mon envie de faire du cinéma est venue par une envie de donner à la base une autre image de ceux dont je pensais qu'ils me ressemblaient, à savoir les banlieusards, les Noirs, les Arabes. Et je vois actuellement qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là, toujours. On a un problème de relais médiatique. Là, on a le cas d'Adama Traoré. Il y a un député très médiatique, François Ruffin, qui a été pris à partie il y a quelques jours parce qu'il a refusé de se positionner clairement sur cette histoire. Il n'a pas dit « je soutiens la famille contre les policiers parce que je dois faire mon enquête ». Le problème, c'est que les faits datent d'il y a un an. Un an après, il ne s'est jamais intéressé au fait qu'un jeune noir s'est fait tuer par des policiers. Vous semblez être d'accord? Oui, je suis vraiment d'accord avec Adnan. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec cette personne, puisque vous parlez de cinéma, c'est que c'est un réalisateur de documentaires. Donc il doit s'intéresser à la société. Et il n'en est pas à son premier coup. C'est que pendant les Césars, ce monsieur a quand même ciblé de manière assez raciste les ouvriers polonais. Et là, le monde du cinéma a applaudi son intervention. Mais c'était quand même très nationaliste et c'est en ça qu'il est plutôt dans la lignée, c'est une lignée française et c'est là que tu parles des ouvriers. Ce qui est intéressant, une lignée française politique qui existe, c'était Georges Marchais.
Et c'est comment, par exemple, la CGT a loupé le coche en ne s'intéressant pas aux luttes immigrées. Il y a eu les cas de l'île Seguin, etc., où on a laissé les OS, qui étaient en majorité des ouvriers antillais, des ouvriers noirs africains ou nord-africains, se démerder tout seuls, et ça n'intéressait personne. Enfin, excusez-moi d'être un peu vulgaire. Donc, et ça, ces relais-là, dans le cinéma, par exemple, les luttes de l'île Seguin, il faut attendre maintenant pour qu'un film sorte, réalisé bientôt par Caroline Pochon. Il y avait déjà eu un essai dans les années 90, pour parler cinéma, qui n'avait pas été relayé, parce que ça n'intéressait pas les gens dans les années 90. Donc pour vous, on ne parle pas de cela dans le cinéma parce que ça n'intéresse pas les gens ? Parce que ça, non, ça fait pas... Ça n'intéresse pas les gens, ça n'intéresse pas les producteurs. Non, c'est l'idée de l'identification. Oui. Par exemple, quand il y a l'histoire de voilà, les décideurs. Quand il y a une thématique... C'est pas les gens, parce que je pense que le public... Non, oui, c'est pas pour prendre ce terme des gens, c'est vrai. Qui ont le pouvoir de faire que ces projets voient le jour. C'est ça. Mais pourquoi pas devenir alors porteur, décideur, diffuseur ? Je veux dire, aux États-Unis, il y a eu le courant de la blaxploitation, qui est devenu une grosse industrie. Pourquoi il n'y a pas ce genre de mouvement émergent en France ? Alors, ça commence à venir. Moi, je suis vraiment concrètement, moi j'ai travaillé à France 2 à la fiction et à TF1 à la fiction. Depuis que je ne suis plus dans les chaînes, il n'y a personne qui me ressemble dans les chaînes de télévision. Donc, il y a des tentatives. Il ne faut pas que ça reste du saupoudrage. Oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi un regard manichéen. C'est en train de changer. C'est en train de changer parce que les acteurs prennent la caméra aussi. Quand je dis les acteurs, les acteurs qui, aujourd'hui, les jeunes se forment. Ils ont envie d'écrire leur propre histoire. Exactement. Et de raconter. Et aujourd'hui... donc il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération et c'est obligé d'émerger. Ils émergent forcément parce que c'est soit dans la débrouille, soit ils ont la chance d'avoir le CNC, mais en tout cas, ils le feront. Ils sont téméraires et ils ont envie d'y aller. Et ça, c'est bien. Au pire des cas, il y a Internet. Si le cinéma n'ouvre pas ses portes, il y a Internet. Exactement. Et là... Donc, l'imaginaire de ces jeunes qui n'étaient pas traités du tout dans l'imaginaire français, dans sa globalité, maintenant par la force des choses. Il faudrait plus de moyens quand même. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait plus de moyens, mais ça vient quand il y a des récompenses qui sont là. Plus de moyens. Non, parce que... Parce que vous, quelque part, c'est un parcours du combattant, ce que vous faites. On est toute une nouvelle génération, c'est un parcours du combattant. On arrive à faire nos films, on arrive de plus en plus à les sortir en salle, mais on a l'impression qu'il faut en faire 100 fois plus que d'autres des fois. Moi, quand je sors mon premier long 600 €, j'ai pas 1 euro de financement public. Merci Caroline Blache, merci Adnan Traga, merci Catherine Jean-Joseph. Et Maïmouna va me rejoindre tout de suite pour sa chronique. Vous vous sentez seul, vous avez froid, votre abonnement Netflix vient d'expirer. Pas de panique, j'ai une solution pour vous. Et si je vous proposais d'aller boire un café avec un policier ? Eh oui, vous m'avez bien entendu, avec un policier. C'est de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, que naît en 2011 le concept de Coffee with a Cop, comprenez café avec un policier, qui existe aujourd'hui dans 175 villes réparties sur 36 États. En mai 2014, la police québécoise décide d'importer l'idée et de la mettre en place dans 12 corps de police, dont celui de la ville de Montréal, qui n'est pas négligeable. Alors le concept est simple. On réunit des citoyens de tout âge et horizon, avec des policiers autour d'un café offert, et le détail a son importance, et là, on laisse tout simplement la magie opérer. Les participants peuvent poser tout type de questions, à la fois sur les infractions, sur le corps professionnel, mais aussi sur les techniques d'enquête, bien évidemment dans la limite de ce que les policiers peuvent révéler, également leurs besoins, leurs attentes. L'objectif est bien évidemment, vous l'avez compris, de pacifier les relations entre population et corps de police, quelque part un petit peu de légitimer leur travail, de briser certains préjugés. Alors la question, je le sais, qui brûle vos lèvres, c'est est-ce que ça marche ? Eh bien, on n'a pas de chiffre exact sur la participation, mais depuis 2013, la mesure est renouvelée chaque année après évaluation. Et aujourd'hui, la police de Montréal essaye d'organiser au moins une rencontre par mois, tant les demandes sont nombreuses.
Et si vous souhaitez, vous aussi, avoir plus d'informations sur le café avec un policier, une page Facebook existe, et oui, qui a plus de 2000 likes, et c'est pas négligeable, moi-même je n'ai pas 2000 likes sur Facebook, donc une page qui permet à la fois de donner les dates des prochains rendez-vous, mais également de poster les photos des rendez-vous précédents. Alors, pour terminer cette chronique, je lance comme ça une bouteille à la mer. À quand le Coffee with a Cup en France? Yes. Merci Maïmouna, et on conclut en beauté avec le flow de John Banzai qui ouvre lui aussi avec ses mots et son flow le champ des possibles. Voici son petit CD que je vous invite à découvrir. John Banzai. Combien d'histoires de flics qui s'expliquent à peine, de blacks plaqués à terre sans raison par pure haine, de matraques hissées comme une trique, pire qu'un phallus, caméra témoin, scène censurée, out of focus. J'ai vu 3 flics courir après un mec armé d'un bouquet, un Pakistanais courait pour sa vie tenant précieusement ses fleurs. Le quotidien tourne souvent mal pour une raison de papier, la scène banalisait mes cœurs, on parle de brigade des mœurs. J'ai entendu des policiers traduits en justice, relax. Alors qu'ils ont mis fin au jour d'un malheureux innocent, c'est à y perdre son latin, les citoyens stressent un max. Gare aux gardiens de la paix, peuvent-ils faire couler le sang? Les ordres viennent d'en haut et le désordre est en bas. Les flingues fument de plus en plus comme les passages à tabac. Du coup, ça fout la trouille quand on croise une patrouille. Le pouvoir abuse de lui-même et s'en bat les douilles. Le blues des hommes en bleu, on n'aime pas la police, on en oublie les flics intègres qui font preuve de sacrifice. La Bible ne fait pas le moine, la plaque ne fait pas le flic. Toutes les frontières n'ont pas de douane, la justice a ses limites. On est son propre flic aujourd'hui, on se balance sur le net, on est son propre indique. Il ne manquerait plus qu'on s'arrête. Si les brigades demeurent, alors qu'elles prennent du grade, je rêve d'une brigade des cœurs qui refuse l'injustice froide. Oh Merci à tous. N'oubliez pas, d'ailleurs, et d'ici, c'est une belle revue avec beaucoup d'infos, le média d'une France plurielle. Sur son site web d'ailleurs-et-d'ici.news, on peut découvrir la superbe nouvelle d'Anastasie Tudièche intitulée La mère, l'histoire d'une maman terrifiée par la violence d'un policier sur ses ados. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de D'ailleurs et d'ici.